Je la veux, cette terre. Succession. Conflit, rivalité et transmission du pouvoir. We would like to know how the succession will be handled. Rhaenyra is my heir. Upon my death, my throne and my titles will pass to her. Une série d'été du podcast Parole d'Histoire, présentée par André Loez. Le roi Charles IX est mort. Vive le roi Henri III. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Histoire de succession. Après l'Empire mongol, on parle presque à la même période de l'Occident médiéval, beaucoup plus familier, notamment à travers l'un des plus incroyables romans historiques de tous les temps, Les Rois maudits de Maurice Druon. Et il y a un double enjeu de succession au cœur de l'intrigue du roman, celle de la couronne royale française, qui passe des Capétiens aux Valois après la mort de Philippe le Bel et de ses trois fils sans héritier mâle, ce sont eux les rois maudits du titre, mais aussi la succession du comté d'Artois, disputée entre la comtesse Mao et son neveu Robert. Et pour en parler, on a la chance d'être avec Christelle Balouza-Loubet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire médiévale à l'Université de Lille. Vous avez signé notamment une biographie de Mao d'Artois et puis, plus récemment, un livre sur les derniers Capétiens aux éditions Passé Composé. Donc vous êtes au cœur de ces enjeux dynastiques, familiaux, de pouvoir du XIVe siècle dans le Royaume de France. Alors peut-être pour commencer, comme on a parlé précédemment des Mongols et d'un espèce d'immense espace de nomades, là on est au contraire dans un monde très enraciné, un monde très fragmenté en petites cellules, profondément enraciné dans le sol, et du coup, une de ces cellules, c'est le comté d'Artois. Alors, c'est quoi le comté d'Artois au début du XIVe siècle ? Ça représente quoi ? Et puis après, on va voir à qui ça appartient. Alors, en fait, c'est un comté donc, qui se trouve au nord, donc dans la région qui couvrirait aujourd'hui le Pas-de-Calais et puis donc jusqu'aux limites de la Flandre. C'est un comté, c'est un espace qui est très riche. C'est pour ça qu'il est assez disputé, puisque c'est une zone de production céréalière assez importante, qui a une position de carrefour entre l'Angleterre et le Royaume de France, donc un commerce assez riche, en particulier avec des villes drapantes. Et puis aussi, un dernier point qui fait son attrait, c'est la proximité justement avec le comté de Flandre aussi, qui en fait un point d'appui pour la royauté lorsqu'il y a des conflits ou des choses à gérer dans cet espace-là. Alors un comté, comme son nom l'indique, c'est dirigé par un comte, et si on remonte à l'étymologie et au sens premier de ce terme dans le monde médiéval, au départ, un comte, c'est pas forcément quelqu'un qui transmet de manière héréditaire son titre. Le comte, ça vient du compagnon en latin. À l'époque de Charlemagne, théoriquement, les comtes, ils sont révocables. C'est presque des fonctionnaires, c'est anachronique, mais en tout cas, c'est pas des gens qui sont censés transmettre leur comté. Tout à fait. Il y a eu un phénomène de patrimonialisation, qui va permettre en fait au comte, donc c'est le capitulaire de Quierzy, 877, je crois, qui marque un petit peu le début de ce phénomène. Et en fait, on va permettre à ces agents de l'empereur ou des rois de transmettre au sein de leur famille. Mais effectivement, c'était pas quelque chose d'acquis à l'origine. Ce qui veut dire qu'au début du Moyen-Âge central, au XIe, XIIe siècle, certains des comtes du Royaume de France sont peut-être plus puissants même que le roi. C'est des figures aristocratiques, enracinées dans une terre avec des droits et avec eux-mêmes des vassaux. Et donc, c'est des figures de première importance, d'où l'intérêt de transmettre ça dans de bonnes conditions. Tout à fait. Vous faites bien de le dire, parce que souvent, quand on pense royauté, on pense à puissance, forcément dans l'esprit. Mais quand Hugues Capet arrive au pouvoir en 987, son domaine royal est tout à fait ridicule par rapport aux terres, par exemple, d'un prince d'Aquitaine ou d'un autre grand prince du territoire. Et donc, effectivement, cette transmission, c'est un enjeu parce que c'est ce qui assure la richesse, qui assure aussi la puissance et la capacité à jouer dans le jeu politique aussi à l'échelle du royaume. Alors le comté d'Artois, il n'a pas toujours existé, il est apparu au cours de la période. Qu'est-ce qui a fait qu'on a autonomisé cet espace ? Donc alors en fait, c'est ce qu'on appelle un apanage. Donc l'apanage, en fait, c'était des terres qu'on donnait, ça vient du latin ad panem, pour le pain. Donc pour permettre en fait aux enfants de rois qui n'héritaient pas justement de la couronne et du domaine royal, des terres qui leur permettaient de vivre dignement. Et donc c'est une terre qui est revenue aux frères de Louis IX, Robert Ier, donc qui, comme son nom l'indique, va être le premier comte d'Artois. Et donc, ça, c'est une fondation qui date de 1237. Donc, c'est un comté qui apparaît au début du XIIIe siècle. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est déjà, on va reparler de ces enjeux de succession, mais c'est déjà une manière de régler, d'une certaine façon,
l'enjeu de la transmission dynastique, puisque il y a des fils aînés à qui la couronne doit passer, et puis les fils cadets, si on veut pas qu'ils fassent des troubles, on a intérêt à leur donner quand même un lot de consolation, en quelque sorte. Ça correspond à ça ? Il y a l'idée effectivement qu'ils acceptent la succession sans effectivement s'y opposer. Et puis il ne faut pas oublier aussi que c'est ce qu'on appelle ces princes de sang. Ils jouent un rôle pour la royauté, puisqu'ils se battent pour la royauté. Souvent, ils participent au conseil du roi. Et donc c'est une manière aussi, bien sûr, de reconnaître ce rôle dans le fonctionnement de la monarchie. Alors vous avez évoqué le premier comte d'Artois qui s'appelle Robert. Au passage, Robert, c'est pas un prénom anodin pour la Maison de France. Les Capétiens, à certains moments, on parle des Robertiens aussi. C'est quelque chose qui a une signification dynastique. Oui, tout à fait. Le lien entre les comtes d'Artois et la monarchie capétienne sera toujours très fort. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'origine, les apanages, lorsqu'il n'y a plus d'héritiers, font retour à la couronne. Donc ce sont des terres que l'on donne, mais provisoirement. Donc ça reste des terres attachées à la couronne. Et même quand il y a un héritier, en théorie, il doit rendre hommage, et puis s'il se comporte mal, on peut lui retirer. Exactement. Donc il y a un lien très étroit, et moi, par exemple, pour la période que je connais très bien, mais enfin on le sait, par exemple, tous les comtes d'Artois vont servir dans l'host royal de manière très régulière. Et alors puis, l'host, c'est l'armée. Pour les non-médiévistes, il y en a quelques-uns qui nous écoutent. L'host, c'est le nom médiéval de l'armée royale. Voilà, effectivement. Et par exemple, à l'époque de Mao d'Artois, enfin moi je l'avais montré dans ma thèse, Mao d'Artois, qui est comtesse d'Artois, passe plus de temps à Paris que dans son comté d'Artois, ce qui montre bien que ce sont des terres qui sont un point d'appui, mais qui restent quand même un moyen de finalement avoir un style de vie, un niveau de vie qui permet de rester dans le jeu du pouvoir, quoi. Est-ce que ces titres de comte et les terres et les droits qui vont avec, est-ce que ça se transmet du vivant des titulaires ? On sait que dans la monarchie capétienne, en particulier dans les débuts, il y a pas mal de pratiques d'attribution de la couronne, du vivant du roi précédent pour être sûr justement que ça se fasse dans des bonnes conditions. Est-ce que ça peut exister aussi à l'échelle d'un grand prince territorial comme un comte, un duc ? J'en ai pas connaissance, mais en tout cas en Artois non, mais voilà, je veux pas dire de bêtises sur les autres espèces, mais non, j'en ai pas connaissance en fait. Donc ça veut dire que c'est à la mort du comte Robert Ier que son fils Robert II va prendre la succession et en théorie ainsi de suite. Exactement. Donc en fait Robert Ier va mourir en 1250, donc vous avez Robert II qui arrive au pouvoir, et Robert II fait partie de ces nobles qui sont tués à la bataille de Courtrai en 1302, et donc il aurait dû transmettre à son fils Philippe, sauf que Philippe il est mort à une autre bataille précédente en 1298. Donc quand Robert II meurt, il n'y a plus de fils. Alors ça nous amène à 1302, et 1302 c'est l'un des nœuds de cette histoire, puisque de manière pas absolument inédite, mais quand même de manière relativement rare, le titre comtal passe à une femme, Mao d'Artois. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, il ne reste plus que Mao d'Artois donc, au pouvoir. Et en fait, la règle dans le comté d'Artois, c'est que le titre se transmet aux plus proches parents, aux plus proches descendants. Et donc, finalement, en plus, à l'époque, elle est mariée. Donc, en fait, ça ne pose absolument pas de problème de fonder un nouveau couple comtal, finalement. Oui, on transmet ça plus à un binôme qu'à une femme dans l'esprit des gens qui encadrent ça. Exactement, puisqu'elle est mariée à un comte de Bourgogne, au temps de Bourgogne. Et puis, ce choix n'est pas anodin parce que justement, ce mariage avec Othon de Bourgogne, c'était déjà un service rendu à la monarchie. Donc, c'est quelqu'un qui est finalement, il faut bien le comprendre, au service de la monarchie. Et donc, ça assure les rois de France d'avoir un soutien dans cet espace. Elle vient d'où cette coutume d'Artois qui fait que c'est aux plus proches parents, indépendamment, hommes, femmes ? Alors ça, c'est véritablement dans les coutumes alors qui vont être mises par écrit au XIIIe siècle, mais c'est à l'origine. Il faut bien savoir que dans la plupart des principautés, c'est le cas. C'est-à-dire que ça nous étonne parce qu'on a le modèle monarchique, mais le modèle monarchique n'est pas le modèle général. Dans les familles nobles, le lignage s'entend aussi bien au masculin qu'au féminin. Donc c'est pas quelque chose qui soit particulièrement surprenant. C'est plutôt le cas d'exclusion des femmes qui va être finalement une nouveauté. Il y a d'autres exemples dans l'Occident médiéval de femmes qui ont assumé des fonctions à la tête de grandes principautés. Je pense pendant la querelle des investitures, il y a une duchesse du nord de l'Italie qui s'implique dans la querelle autour de Canossa, mais son nom m'échappe. Mais il y a des figures féminines comme ça qui ont pu jouer le même rôle.
Oui, alors par exemple, un petit peu plus tard, pendant la guerre de 100 ans, pendant la guerre de succession de Bretagne, il y a la fameuse guerre des deux Jeannes, où en fait, il y a une opposition aussi entre la représentante, donc la femme de Simon de Montfort, et donc il y a aussi ces luttes de pouvoir et ces femmes qui parfois endossent la responsabilité que leur époux ne peut plus endosser. Alors on lit parfois que les 12e, 13e siècles sont un moment d'affirmation d'une forme de misogynie cléricale, où on redécouvre un certain nombre de textes antiques qui insistent sur l'infériorité féminine, et que du coup il y a un discours qui est de plus en plus hostile à ces modes de pouvoir féminin. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez rencontré autour des enjeux de succession de pouvoir de Mao d'Artois ? Ou est-ce que finalement elle tient tellement bien son comté qu'elle tient aussi les ecclésiastiques et que finalement ils vont pas aller dans ce sens-là ? Non, moi j'ai pas du tout trouvé ça dans la succession de Mao d'Artois. Alors d'autant plus que son conseiller le plus précieux, c'est Thierry d'Hirson ou Thierry de Hérisson, qui est en fait un clerc qui va être prévôt de la collégiale d'Air, qui ensuite va terminer sa carrière comme évêque d'Arras. Donc elle est plutôt soutenue en fait par le clergé. En tout cas, il n'y a pas de c'est pas dans le milieu clérical que je vais trouver les oppositions les plus flagrantes. Si on revient à 1302, au moment où donc Robert II meurt et Mao hérite du comté d'Artois, qu'est-ce qui se lègue exactement ? Est-ce que c'est le titre de comtesse ? Est-ce que c'est une terre ? Est-ce que c'est des droits ? Est-ce que c'est tout ça à la fois, ainsi que la pairie, parce qu'on n'a peut-être pas parlé de ça, mais qui va avec ? Voilà. Ça représente quoi, succéder en tant que comtesse ? Effectivement, il y a tout cet ensemble. C'est-à-dire qu'elle va avoir le titre, elle va avoir toutes les terres, donc c'est à elle que revient la gestion des terres, d'assurer effectivement la défense, la gestion, l'accroissement territorial. Donc c'est véritablement, et en plus elle devient effectivement pair de France, puisque c'est un comté qui était érigé au titre de pairie. Le fait de devenir pair de France, ça veut dire qu'elle va participer par exemple à la cérémonie du sacre, à tenir la couronne pendant le couronnement du roi. Et c'est là qu'on va retrouver les fameuses critiques que j'évoquais, en particulier le fait qu'elle soutienne la couronne du roi. On a les chroniques qui nous racontent que voir une femme soutenir la couronne, là ça choque, par exemple. Et ça choque d'autant plus que certaines de ces chroniques sont écrites au moment où il y a déjà des disputes sur la succession royale capétienne. Il ne faudrait pas que trop que les femmes soient proches. Donc tout à fait. Ça va interférer, on va y revenir. Alors il se trouve qu'en 1302, malgré tout, elle n'était peut-être pas la seule candidate, puisqu'il y a un jeune homme de 15 ans à l'époque, qui s'appelle Robert III d'Artois, le petit-fils du précédent comte, qui pouvait prétendre au comté. Qu'est-ce qui fait qu'il a été écarté ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On va revenir évidemment sur tout ce qu'il a fait pour essayer de récupérer cet Artois. Alors je corrige. Il ne pouvait pas prétendre au comté, il affirme qu'il peut prétendre au comté. Parce qu'effectivement, lui va s'appuyer sur une règle de droit. Et c'est là où on tombe dans la complexité médiévale, c'est-à-dire que les règles de droit diffèrent d'un comté à l'autre. Une règle de droit qui est reconnue en Flandre, qu'on appelle le droit de représentation. Alors ça signifie quoi ? Ça signifie que si l'héritier au premier degré ne peut pas hériter, c'est l'héritier au second degré qui hérite. En ligne masculine. En ligne masculine. Donc, ce qui signifie que, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, Robert II avait un fils qui s'appelait Philippe. Robert III, dont vous parlez, c'est le fils de ce Philippe. Philippe est décédé, mais du coup, Robert argue du fait que comme il aurait dû hériter du comté si tout s'était passé normalement, eh bien, il dit que c'est à lui d'hériter. Sauf que ce principe de représentation, s'il est reconnu en Flandre, ne l'est pas en Artois. Et surtout, il nécessite, c'est le cas en Flandre aussi, une convention, c'est-à-dire un accord au préalable entre tous les descendants qui se mettent d'accord pour que cette succession se fasse au deuxième degré. Et ce qui veut dire qu'il est quand même très mécontent que ça ne fonctionne pas, et donc il va passer les 27 années qui suivent à intriguer, et donc ça forme une grande part de la matière narrative de Maurice Druon, on l'a dit au début, mais de fait ça s'appuie sur des éléments réels. Il a vraiment beaucoup intrigué pour essayer de toutes les manières possibles et imaginables de remettre la main sur ce qu'il pensait devoir lui revenir. Tout à fait. Il va faire 3 procès successifs à Mao d'Artois. Le premier va intervenir un petit peu plus tardivement, en 1307. C'est-à-dire qu'au début, il ne se manifeste pas trop. Et puis quand sa position il va être un petit peu plus âgé, sa position va être un peu plus affermie. Je pense qu'il se fait sans doute un réseau aussi. Il va faire un premier procès. Il va être débouté. Alors tout simplement, on pourrait s'y attendre, parce que Mao d'Artois, elle est quand même proche du roi. Ça reviendrait pour le roi à se déjuger
jugé. Donc, il est débouté une première fois. Il revient... C'est toujours Philippe le Bel à cette époque. Voilà, c'est Philippe le Bel. Il va revenir à la charge en 1316. Là, encore une fois, il va être débouté et ça va sans doute alimenter aussi la révolte en Artois. Il va y avoir une révolte nobiliaire et on sait que Robert va être partie prenante de cette révolte. Donc, voilà. Ouais, suivant le bon vieil adage, les ennemis de mon ennemi sont mes amis, et il va essayer de faire tout ce qu'il peut pour déstabiliser l'Artois. Exactement. Et essayer de faire en sorte que Mao lâche la main dessus, quoi. Voilà, elle va quand même être exilée pendant 4 ans, elle va venir se réfugier à Paris, enfin, c'est vraiment une révolte assez avec des meurtres d'agents, enfin bref, d'officiers. Et puis il va tenter une dernière fois en 1329, et là en fait il avait bon espoir, puisque c'est Philippe VI qui est au pouvoir, et en fait il est beau-frère, il a épousé une des sœurs de Philippe VI, il est un des principaux soutiens de Philippe VI, il a soutenu l'accession au pouvoir de Philippe VI, donc là il pense, très sincèrement, il imagine que c'est dans la poche, hein, excusez-moi l'expression, et encore une fois, il va être débouté. Sachant qu'en plus, entre-temps, Mao est morte à la toute fin de l'année 1229, donc il se dit, il y a un de mes proches maintenant qui a la couronne, Mao n'est même plus là pour faire valoir ses droits, bon, c'est quasi fait. Exactement, et l'erreur qu'il va commettre, c'est que pour assurer le coup, eh bien, on revient sur le cas de Flandre que j'évoquais tout à l'heure, donc c'est la 3e fois qu'il tente, et en fait, il va faire fabriquer des faux, justement en inventant la fameuse convention dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va faire rédiger un faux dans lequel Mao d'Artois donne son accord justement à cette représentation, et il va faire décoller un sceau de Robert II qui va faire apposer pour faire passer ça, enfin bref. Et très rapidement, on soupçonne le faux, parce que c'est quand même curieux qu'il n'ait pas produit la pièce au procès précédent. Il y a le précédent de Flandre qui commence à être connu, donc voilà. Bref, ça attire l'attention. Et là, pour le coup, c'est lui qui est coupable, et là, il est convoqué devant le Parlement de Paris. Il refuse de se présenter, il prend la fuite. Voilà. Et il finit comment ? Alors, en fait, il va d'abord aller se réfugier sur les frontières, dans ses familles, puis finalement, le roi de France va interdire à ses vassaux de l'héberger. Et donc, c'est là qu'il se rend en Angleterre et qu'il va terminer donc, sa vie en combattant aux côtés du roi d'Angleterre pendant la guerre de 100 ans. Voilà, finalement, entre deux lésés d'une succession, ou s'estimant lésés l'un d'une couronne, l'autre d'un comté, on doit pouvoir s'entendre. Exactement. Et effectivement, on a des traces. Le roi d'Angleterre va quand même lui faire un pont d'or, va lui donner un comté, va lui donner de quoi vivre, va en faire un de ses conseillers. Et donc, effectivement, on sent qu'il y a une haine commune de Philippe VI qui va souder les deux hommes. C'est intéressant cette histoire de faux parce que on a parlé précédemment de l'Empire mongol et d'un monde avant tout régi par le rituel. Là, on a un moment dans l'Occident médiéval de scripturalisation généralisée où le fait de produire des actes et des actes authentiques, on est capable d'authentifier avec des juristes qui font très attention à la forme de ces actes. C'est de plus en plus important et du coup, c'est à la fois ça qui permet la procédure et c'est ça qui perd le faussaire puisque maintenant, on est capable justement d'authentifier mieux qu'avant. Oui, tout à fait. Et il faut bien savoir qu'effectivement, il n'y a pas de règle écrite de succession, alors que ce soit en Artois ou... Alors, le coutumier a été mis par écrit, mais ne règle pas forcément, c'est-à-dire que la succession se règle sur le droit privé, finalement. Mais dans la monarchie française, il faut bien être conscient qu'à cette époque-là, il n'y a aucun écrit qui fixe les règles de succession. C'est dans les faits que se fixent les règles de succession. Je signale au passage qu'il y a eu récemment aux Archives nationales une exposition sur les faux et qu'ils ont exposé justement un de ces faux documents que Robert d'Artois avait fait fabriquer et qui ont fini par échouer. Alors je pense sur cette idée des écrits, en regardant cette période, on se rend compte que régulièrement, de grands princes, voire des rois, écrivent des testaments. C'est-à-dire qu'il y a la question de la transmission pure et simple à qui succède la couronne, mais en dehors de ça, il y a plein d'autres choses qu'on peut transmettre et du coup, on a recours de plus en plus à l'écrit pour savoir qu'est-ce qui ira à quoi, avec en plus, il y a tellement de droits enchevêtrés que même si un comté, bon, ça se lègue en théorie en entier, mais parfois on peut détacher certains droits ou certains aspects pour tel ou tel des membres de sa famille ou de ses proches. Autrement dit, l'écrit prend une place aussi croissante pour attribuer des choses et assurer des transmissions. Alors, en tout cas, en Artois et dans le Royaume de France, les testaments qui sont produits à l'époque n'interviennent pas dans le droit successoral. En fait, justement, c'est la règle, la coutume qui fixe. Ce sont des testaments qui ont une valeur uniquement spirituelle, c'est-à-dire où on récompense les fidèles, où on fait des donations pour l'âme de ses ancêtres, pour son âme, donc souvent on finance des pèlerinages, et on répartit ses biens, mais ses biens mobiliers, c'est-à-dire ses possessions. Alors par exemple, pour Mao, concrètement, ça va être les livres, les bijoux, etc. D'accord, tout ce qui est foncier, en fait, c'est toujours
attaché au titre et du coup, c'est pas transmissible de la même manière. Il n'y a pas la liberté de tester pour ça. Voilà, tout à fait. Donc ça redonne en fait un nouveau sens au testament. Et d'ailleurs, par exemple, Mahou d'Artois va faire 3 testaments successifs au fil de sa vie et qui évoluent, et qui ne traitent jamais de la question territoriale, mais qui évoluent en fonction de la recomposition familiale, de la situation, des gens qui sont rentrés à son service, de ceux qui l'ont trahi éventuellement. Et puis aussi, on voit à l'approche de la mort, plus elle vieillit, plus la dimension spirituelle est importante. Mahou d'Artois est présenté dans le roman qu'on a évoqué comme un personnage rapace, manipulateur, prêt à tous les crimes, à tous les empoisonnements pour garder la main sur son Artois. La réalité, évidemment, est beaucoup plus nuancée. Qu'est-ce qu'on peut dire de son exercice en tant que comtesse, très loin de ces clichés ? De toute façon, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle règne comme un homme, finalement. Ce qu'on lui reproche, c'est justement, en tant que femme, d'exercer une autorité de type plutôt masculin. La seule différence que l'on voit finalement avec un homme, c'est qu'elle ne peut pas conduire ses hommes à la bataille. Alors, ce qui, à mon sens, va peut-être contribuer à creuser, à distendre le lien avec la noblesse, d'où cette révolte nobiliaire qui est peut-être plus violente que si ça avait été le comte, parce que le comte d'Artois, il partage quand même des temps sur le champ de bataille avec ses hommes, ça crée des liens. Elle n'a pas ce type de lien avec sa noblesse. Mais sinon, pour le reste, il n'y a rien de féminin, et ce qui dérange, c'est qu'elle va, c'est une femme qui a une très forte personnalité, donc le portrait qu'on en dresse, c'est tout simplement une femme de pouvoir, comme on en a aujourd'hui, et encore aujourd'hui parfois, ces femmes de pouvoir qui sont sujettes à des agressions, des critiques, parce qu'on estime que la nature féminine ne se prête pas, mais on a peut-être plus besoin encore, quand on est une femme, de s'affirmer. Il faut bien imaginer que les femmes de pouvoir aujourd'hui, elles ont quand même des femmes autour d'elles. Mahou d'Artois, son entourage est exclusivement masculin, en tout cas pour sa politique, son gouvernement. Est-ce qu'elle peut compter sur ses origines elle-même en partie royale, puisque elle est comtesse et fille de comte, mais elle a aussi, en remontant plus loin dans la généalogie, des éléments liés à la famille royale. Donc est-ce que c'est un appui de légitimation, on va dire, qui la rend moins facile à déboulonner que d'autres personnages qui seraient dans sa situation? Bien sûr, en fait, elle est petite nièce de Saint-Louis, et donc elle fait partie de ce qu'on appelle les princesses capétiennes. Et donc, effectivement, elle a une aura très importante. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'elle se sent plus d'ailleurs capétienne que comtesse d'Artois. Tout ce qu'elle fait, en fait, c'est pour la monarchie. C'est vraiment au service de la monarchie. Et effectivement, elle est... Elle s'en targue pas dans ses titres, mais par exemple dans son sceau, etc. On retrouve les symboles capétiens. Elle a le droit d'utiliser les fleurs de lys dans son sceau ? Oui, elle a les fleurs de lys, et puis elle fait décorer aussi dans ses demeures, en fait. Par exemple, on sait que dans sa chambre à Édin, elle avait des têtes de cire qui représentaient la lignée royale. Comme à Rome, parce que ça, c'est une pratique très romaine, d'avoir c'est très les portraits des anciens consuls, membres des familles aristocratiques dans sa domus. C'était un privilège des hauts aristocrates romains, et donc elle a ce type de choses. Oui, tout à fait. Et puis, elle a aussi, on sait que le comte Robert, donc là c'était son père, mais il avait fait une chambre, ce qu'on appelait la chambre bleue, qui était tapissée de fleurs de lys aussi. Les fleurs de lys, on les retrouve dans le blason de l'Artois. Il y a vraiment ce lien très fort. Comment est-ce qu'elle a organisé, ou est-ce qu'elle a organisé sa propre succession à l'approche justement de la vieillesse, de la mort? Comment ça se passe en 1229 1329, pardon. Eh bien, en 1329, ça va justement, le comté d'Artois repasse à une femme, puisqu'il va passer à sa fille Jeanne. Donc elle n'avait pas d'héritier masculin? Non. Alors ça, c'est une des grandes tristesses, on va dire, de la vie de Mahou d'Artois. Elle a perdu tous ses fils parce qu'elle en a eu 3. Donc certains sont morts, il y en a un qui est mort vraiment en très bas âge, l'autre vers 6-7 ans, et puis le dernier qui, pour le coup, devait hériter, est mort à l'âge de 17 ans. Donc on ne sait pas exactement de quoi, les chroniques ou les documents ne nous permettent pas de le savoir. Mais sachant qu'elle avait perdu son père et son mari au combat. Exactement. Et donc là, pour elle, et d'ailleurs c'est un tournant, on voit dans sa vie que c'est quelque chose qui la marque beaucoup, parce qu'on a l'impression que tout ce pourquoi elle s'est battue, mais elle ne va pas pouvoir le transmettre finalement. Et donc effectivement, ça sera sa fille, Jeanne, qui va hériter du comté, mais elle va mourir 1 an après. Donc, et là, l'Artois va ensuite être mêlé aux terres bourguignonnes, et donc va perdre de son histoire indépendante. D'accord, donc ça veut dire que dans ce cas-là, quelle est la règle qui s'applique quand l'héritière meurt sans héritier?
Il y a une règle qui fait que ça retombe à qui ? Eh bien, à l'aîné des enfants. Et donc, Jeanne était l'aînée des enfants. Et là, indépendamment, encore une fois, du fait que ce soit une femme, c'est elle qui va en hériter. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que exactement au moment où Mao d'Artois fait face à toutes les intrigues de son neveu pour essayer de récupérer son comté, et donc à la question quand même de la légitimation d'un pouvoir féminin, c'est exactement à ce moment-là où se jouent les premières intrigues à la cour de France, au moment de la succession des 3 fils de Philippe le Bel, pour savoir comment la couronne peut se transmettre en l'absence d'héritier homme, et est-ce que, en particulier, en 1316, à la mort de Louis X le Hutin, est-ce que la couronne doit passer à son frère ou doit passer à sa jeune fille ? Est-ce qu'on peut éclairer ça ? Parce qu'on est vraiment dans des enjeux contemporains, mais les règles pour une couronne et pour un comté ne sont pas tout à fait identiques. Alors, sauf qu'à l'origine, il n'y avait rien qui interdisait effectivement la succession de Jeanne. C'est juste qu'en 1316, on n'avait jamais été confronté à cette situation. Voilà, les Capétiens avaient toujours eu de la chance d'avoir des fils bien portants. Exactement. Et là, pour la première fois, on est confronté. Donc, on est obligé de se prononcer. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là où on a tendance à interpréter faussement l'épisode, c'est qu'on n'écarte pas Jeanne parce qu'elle est une fille. En fait, c'est qu'on écarte Jeanne parce qu'on a des doutes sur sa légitimité. Parce que sa mère faisait partie des brouilles du roi, la fameuse affaire de la Tour de Nesle. Elle avait eu une aventure extra-conjugale, on va dire ça comme ça, et on avait des doutes sur la légitimité de cet enfant qui aurait pu être conçu, non pas par Louis X, mais par l'amant. Et donc, en fait, on va écarter Jeanne pour cette raison-là en premier lieu, puisqu'on ne peut pas souiller le sang capétien, on ne peut pas prendre ce risque-là. Mais ce que va retenir l'histoire et la règle que l'on va retenir, et ce qui va faire jurisprudence finalement, c'est que les femmes ne peuvent pas accéder au trône. Donc en fait, c'est une opportunité finalement, c'est très conjoncturel, et on va créer cette règle de succession à partir d'une conjoncture et d'une situation véritablement très précise, et qui va amener à cette décision. Et du coup, toute une série de légistes vont chercher des précédents et vont se dire comment on pourrait légitimer ça et en faire la théorie, en quelque sorte. Et d'une certaine manière, il y a 2 théories qu'on peut faire. Il y a une théorie historique qui fait qu'on remonte au franc et on va inventer qu'un texte s'applique dans ce cas de figure. Puis il y aura une autre théorie qui serait plus une théorie d'ordre religieux, qui consiste à dire que comme le roi est sacré, c'est une sacralité qui est proche de celle d'un prêtre. Or, les femmes ne peuvent pas être ordonnées. Donc finalement, en partant de cet épisode qui est un accident de l'histoire ponctuelle, on va essayer ensuite d'en faire une théorie et de la léguer aux générations suivantes. Oui, tout à fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça va faire jurisprudence parce que lorsque les rois capétiens vont mourir les uns après les autres, donc on va avoir la même chose qui va se reproduire. Parce qu'ils étaient maudits, on le rappelle, par Jacques de Molay. Voilà, tout à fait. Ça, on pourra en rediscuter aussi. Mais du coup, en fait, quand Philippe V va mourir, en fait, il n'y a même pas débat. En fait, on va transmettre à son frère sans examiner la succession de ses filles. Et lorsque son frère Charles IV va mourir à son tour, même chose, il a des filles, on n'examine même pas le cas, on attend de voir si l'épouse donne naissance à un garçon, et c'est là qu'on va choisir Philippe VI. Et il faut bien préciser quand même qu'en 1328, du coup, la règle, elle est encore affinée. Donc 1328, c'est le moment où le tout dernier capétien s'éteint. Il n'y a plus de descendant capétien direct. Voilà, exactement. Donc à la mort de Charles IV. Et c'est là qu'on doit choisir entre Édouard III, roi d'Angleterre, et Philippe de Valois, qui deviendra Philippe VI. Édouard III, lui, il prétend au trône. C'est un petit peu le même principe que celui qu'on évoquait tout à l'heure de la représentation, en disant que la dernière héritière, la plus proche héritière du roi, c'est sa mère, Isabelle de France. Lui, il va s'appuyer en fait sur le droit féodal en disant que la femme fait pont et planche, c'est-à-dire qu'elle peut transmettre un droit qu'elle-même ne peut pas exercer. Et puis à l'inverse, les juristes de Philippe VI, eux, vont dire qu'on ne peut pas transmettre un droit qu'on ne peut pas exercer. Ça, c'est plutôt le droit romain. Et on va du coup affiner encore la règle, c'est-à-dire que non seulement une femme ne peut pas succéder au trône de France, mais elle ne peut pas transmettre le droit au trône de France à ses descendants. Elle ne peut pas faire pont et planche. Exactement. Voilà. Et c'est comme ça qu'on en arrive à la définition de la règle successorale qui va être retenue par la suite. Et du coup,
à laquelle on va donner aussi le nom de loi salique en allant chercher un texte du début du Moyen-Âge qui a en fait à peu près aucun rapport. Exactement, c'est-à-dire que cette loi salique, on ne la connaissait plus, on l'avait perdue. Donc, c'est une loi qui date du VIe siècle, qui concernait les francs et qui était une règle de droit privé et qui effectivement excluait les femmes de la succession, mais en droit privé, pas du tout en droit public. Et en fait, c'est un moine de Saint-Denis, Richard Lescaut, qui plusieurs années après, parce que là on vient de parler de 1328, mais qui en 1358, c'est ce qu'on estime, va retrouver dans les archives de l'abbaye Saint-Denis une version de ce texte et va l'exhumer et va justifier a posteriori la décision qui avait été prise en disant vous voyez, finalement, on a eu raison. Les Francs faisaient déjà comme ça. Alors, déjà, il opère un premier glissement entre droit privé et droit public. Et on va ensuite parler de loi salique. Mais finalement, elle n'existait pas et on ne la connaissait pas au moment où ça a été mis en place. Alors, on a parlé des prétendants divers et variés, et puis on a parlé des légistes et clercs qui appuient leur velléité avec des textes, avec des références théoriques. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi tout un entourage social, aussi bien des petits cercles de conseillers proches des figures de pouvoir, et puis d'autres membres de la noblesse qui ont leurs propres jeux et leurs propres intérêts. Et on peut penser qu'à certains moments clés, s'il y avait eu plus d'appui, par exemple à Robert III en 1302, s'il avait eu de son côté un certain nombre de très grands personnages, finalement, les règles, on aurait très bien pu les transgresser, parce qu'en fait, transgresser des règles, ça se fait très régulièrement. D'ailleurs, on vient d'en parler. Donc, ça veut dire que ces règles, elles sont toujours aussi soumises à des rapports de force, et que si Édouard III d'Angleterre ou Robert III avaient eu les bonnes personnes dans leur camp au bon moment, finalement, ça aurait pu tourner autrement. Oui, tout à fait. Il y a aussi des tractations qui sont trop complexes et puis que je n'aurai pas en tête pour vous les redonner, mais on sait qu'il y a des tractations, des accords qui sont passés, des alliances pour obtenir le soutien d'un tel ou d'un tel. De la même manière qu'aujourd'hui, quand on fait de la politique, on cherche des soutiens, là c'est la même chose. Et Philippe VI, ce qui effectivement l'a sauvé, c'est cela. Et Philippe VI, ce qui l'a sauvé aussi, c'est qu'on ne voulait pas qu'un roi d'Angleterre soit roi de France. Il y avait déjà des tensions depuis longtemps, depuis le XIIe siècle. Et il était hors de question pour la majorité, donc la noblesse française, s'est ralliée à Philippe VI, peut-être pas par conviction, mais d'abord pour empêcher Édouard III d'accéder en fait au trône de France. On reparle de la malédiction de Jacques de Molay. Vous avez dit qu'on peut en reparler. Alors on est au moment de l'arrestation des Templiers et du bûcher pour le grand maître de l'ordre. Cette malédiction, vous en pensez quoi ? Alors effectivement, elle peut s'expliquer. C'est-à-dire que la malédiction, en fait, c'est quelque chose qui a été construit dès le XVe siècle. Les premières chroniques qui en parlent. Donc ça aussi, c'est une construction a posteriori. Une fois qu'on constate effectivement les morts suspectes, non seulement du pape, mais aussi donc des trois rois qui se succèdent. Mais tout simplement, après, on peut l'expliquer avec l'histoire médiévale, c'est-à-dire il y a eu des garçons, il y a une forte mortalité infantile. Malheureusement, les garçons ont été victimes finalement de ces morts. Mais en fait, il peut y avoir une explication tout à fait rationnelle à cet événement. Est-ce qu'il y a des contemporains qui ont pu y croire en 1307 ou est-ce que c'est vraiment totalement postérieur ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a la moindre trace que quelqu'un qui a assisté à l'exécution de Jacques de Molay aurait noté ça à un moment ou c'est vraiment 2 siècles après que ça se met en place ? Non, ça se met vraiment en place après et surtout, ça se met en place même peut-être un petit peu avant, mais au départ, c'est pas une malédiction. Enfin, la malédiction de Jacques de Molay, c'est pas le premier thème qui apparaît. Le premier thème qui apparaît, c'est une punition divine pour punir Philippe le Bel. Et par exemple, un des thèmes qui est souvent abordé, c'est le fait qu'il a manipulé les monnaies et que du coup, il a déréglé l'ordre social et que c'est une punition divine. Donc, le premier thème qui apparaît, c'est plutôt celui-là. Et c'est plus tard que l'idée de la malédiction va se construire. Après, c'est une idée qui est très romanesque, donc du coup, ça marche bien pour en faire de la fiction. Est-ce que, comme médiéviste aujourd'hui, vous avez déjà vu des gens qui font référence à la période médiévale pour dire telle chose s'est jouée de manière injuste à cette époque. Je sais qu'en Bretagne, par exemple, il y a un certain nombre de gens qui vont revenir sur Anne de Bretagne et sur la manière dont la Bretagne était rattachée à la France, etc. Est-ce que vous avez l'impression que ces litiges médiévaux, ils peuvent être encore opérants, ils peuvent, non seulement dans l'imaginaire, bien sûr, qui alimente la fiction, qui alimente les séries, etc. Mais est-ce que vous voyez que ça peut encore faire ressurgir des identifications à la période médiévale ?
Alors moi, l'impression que j'ai, par exemple, c'est la forte présence anglaise sur l'Ouest, et en particulier, par exemple, à Bordeaux. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, le fait que, par exemple, Charles III, une de ses premières visites, se fasse à Bordeaux. Moi, j'interprète ça un petit peu comme, justement, cette mainmise encore anglaise. C'est la Guyenne ? Voilà, exactement. Mais il y a vraiment des éléments comme ça, moi, qui me frappent, où on voit qu'il y a encore des liens, des choses qui sont héritées encore aujourd'hui de cette présence anglaise, par exemple. Il y a aussi Boulogne-sur-Mer ou Calais, voilà, qui sont restés anglais très longtemps. Ça date aussi de l'époque médiévale, la conquête de Calais, et c'est vrai que ce sont des destinations qui restent encore très prisées par les Anglais, non seulement en raison de la proximité, bien sûr, mais je pense aussi parce qu'il y a un véritable lien historique entre ces régions. Merci beaucoup Christelle Balouza-Loubet. Je rappelle donc que vous avez signé une biographie de Mao d'Artois aux éditions Perrin. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Succession. Rendez-vous sur le site de Parole d'Histoire pour tous les détails et les autres émissions. Et à la semaine prochaine.